Donc j'étais, voilà, j'avais 21 ans, je me sentais vraiment, j'avais l'impression de ne plus avoir vraiment de place sur cette terre, en tant qu'hypersensible, et puis j'arrivais pas à rentrer dans le moule social, j'avais l'impression d'être... j'avais fait des études de philosophie, et, euh, et puis j'étais un peu déçu aussi parce que je trouvais que dans les études de philosophie, au bout d'un moment, ça devenait très technique. Je n'avais pas l'impression qu'on parlait de sagesse, qu'on parlait d'une manière d'être humain. Et donc, j'étais un peu découragé et déçu. Et alors, j'ai décidé d'essayer de méditer. Donc, j'y suis allé à la fois très, très inquiet. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas tout à fait 40 ans, mais presque, personne ne savait ce que c'était la méditation. Donc, j'avais vraiment peur. Ouh là là, où je vais? J'avais juste une consigne de quelqu'un qui m'avait donné l'adresse que surtout fais attention à que tes chaussettes n'aient pas de trous parce que pour méditer, tu vas enlever tes chaussures. Ça, j'avais dit, bon, d'accord. Donc j'ai fait très attention, j'avais pas de trous à mes chaussettes. J'arrive, et la personne qui m'ouvre la porte, je ne savais pas du tout qui c'était. C'est un monsieur, comme ça, tout à fait singulier, bien habillé, et il me présente la méditation. Et là, j'ai eu vraiment un choc. J'ai senti, au fur et à mesure, là, on est resté ensemble 10 minutes, il m'a donné un peu quelques indications, quelques instructions. Puis après, il m'a emmené dans une autre pièce et il y avait une vingtaine de personnes. Et on a pratiqué pendant 3 quarts d'heure en silence, sans un mot. C'était très très difficile. J'étais très tendu. C'était pas du tout confortable. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais complètement le droit d'être comme j'étais. C'est comme si d'un coup, j'étais un peu comme Cendrillon, enfermé dans les cendres, et qu'il y avait une marraine qui était venue avec son coup de baguette magique, qui avait changé le monde. D'un seul coup, je sentais que j'étais plus en faute d'être qui j'étais. Alors après, j'ai approfondi la méditation. La personne qui m'a ouvert la porte, j'ai découvert que c'était Francisco Varela, qui était l'un des plus grands enseignants de méditation, qui était un neuroscientifique d'un très haut niveau, qui est le premier qui a essayé de montrer les liens entre le cerveau, les neurosciences et la méditation. Et on est devenus très proches. Il m'a formé pendant des années à la méditation. Et c'est lui qui, un jour, m'a poussé à enseigner la méditation. Et donc, il a joué un rôle majeur dans mon existence. Et c'est ça l'expérience que j'ai commencé à faire, que méditer, c'est d'abord cette expérience tout à fait radicale où on cesse de s'en vouloir d'être ce que l'on est. Et c'est une malédiction très profonde, parce que pour la plupart d'entre nous, on n'ose pas s'arrêter, se poser, parce qu'on a peur. Personne ne le dit, mais pourquoi on a peur de s'arrêter, de se poser? Alors les gens disent tous, j'ai pas le temps de méditer. Enfin, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Personne n'a pas 10 minutes pour méditer. On passe plus de 2 heures sur la télévision, des tas d'heures sur les réseaux sociaux, donc ça c'est... Mais alors là, mon œil. Non, la vraie raison, c'est que les gens ont peur de méditer, parce que quand ils méditent, ils ont peur que ça va être... qu'ils vont se rencontrer, et ils ont peur qu'en se rencontrant, quelque chose de terrible va surgir. Donc ils préfèrent s'oublier. Les gens préfèrent s'oublier en s'intoxiquant en regardant la télévision et les réseaux sociaux, plutôt que de toucher la source de la vie en eux, parce qu'ils ont peur que c'est pas bon. Alors en réalité, c'est tout à fait bon. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est bon. Et c'est ça que j'ai découvert dans la pratique. Au fond, on pourrait dire, la méditation a été pour moi la découverte de la confiance. Qu'il y a une confiance profonde, inhérente à l'être humain, qui existe, qui est là en nous. Et méditer, c'est ça. Alors ça me permet de dire ce qu'est la méditation. Parce qu'il y a tellement de malentendus. Aujourd'hui, je crois que la méditation, elle est mal comprise. Il y a plein de gens même qui enseignent la méditation, mais qui malheureusement ont perdu le sens profond qu'elle avait. Et le sens de la méditation, pourtant, c'est très simple. C'est pas faire ceci ou faire cela, réussir ceci ou réussir cela. Mais c'est juste d'entrer dans la présence avec confiance. C'est juste sentir que c'est possible.
Alors c'est un vrai défi, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible. On nous a appris à pas avoir confiance dans la présence. Voilà, depuis qu'on est enfant, pour la plupart d'entre nous, faut faire plus, ça va pas, on n'est pas assez comme ceci, on est trop comme ça, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez grand, on est trop petit, on n'est pas assez petit, on n'est pas, on sait pas parler, on est trop timide. Et donc, il y a une sorte de croyance très forte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et la manière dont la méditation est présente aujourd'hui, c'est on va faire un truc pour être encore plus conforme à ce qu'on attend de moi, à la norme. Et c'est très très triste parce que on fait fausse route. Le chemin, c'est de découvrir qu'il y a quelque chose de radicalement ça va. Ouais, c'est exactement ça. La méditation, c'est découvrir qu'il y a quelque chose de ça va en chacun d'entre nous. C'est juste ça, ça va. Ah non. Et c'est sûr que c'est quelque chose que vous, c'est pas, j'ai pas à vous convaincre, j'ai pas à que vous compreniez. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à croire. C'est ça qu'est la méditation. C'est faire cette expérience. Des fois, ça vient tout de suite, comme dans mon cas. Des fois, il faut pratiquer plusieurs heures, plusieurs années. Je vois des gens, ils pratiquent, ils ont une sorte d'intuition, mais il faut quelques années, d'un seul coup, ah ça y est, ils ont compris. Méditer, c'est vraiment le moment où on se dit, ah, il y a un ça va en moi, ah, ça va. Et ça change toute une existence. Ça change absolument tout. Je vous dis, c'est vraiment comme si la malédiction dans laquelle on était s'était enfin arrêtée. Alors j'ai continué mon chemin et j'ai été formé par des maîtres tibétains. Donc comme c'était il y a très longtemps, il y avait beaucoup de maîtres tibétains qui avaient pratiqué longtemps au Tibet et au moment de l'invasion par la Chine, avaient dû fuir le Tibet et étaient venus soit en Inde, soit aux États-Unis. Et en Inde, ils venaient régulièrement aux États-Unis. Donc je suis parti souvent aux États-Unis. C'est un peu étrange parce que je n'ai pas du tout été en Inde pour pratiquer la méditation, mais j'étais aux États-Unis où les plus grands maîtres venaient. Et j'ai eu des expériences et une formation d'une très 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 grande intensité, comme malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais ça n'existe plus aujourd'hui, puisque tous ces maîtres sont malheureusement aujourd'hui disparus, et que c'est pas pareil. La nouvelle génération, c'est pas du tout le même. N'ont pas pu pratiquer autant en retraite. C'est pas du tout des. Là, on a vraiment rencontré des êtres absolument d'exception. Mais ce qu'ils m'ont appris, c'est vraiment une confirmation de ce que j'avais, de cette première aperçu. La méditation, c'est pas une technique. C'est juste rentrer dans la présence qui est pleine d'amour, qui est pleine de joie. Et on se baigne dedans. Et méditer, c'est se baigner dedans. Et c'est dingue. C'est bouleversant. Mais il y a évidemment un tout petit... il y a un petit... j'allais dire, il y a un petit problème, mais ce n'est pas un petit problème. Il y a juste un petit hic. C'est qu'à l'instant où on se dit, ça y est, là, j'ai compris, je possède la bonté, je possède l'amour, c'est moi qui ai raison, vous l'avez perdu. Et ça, c'est le deuxième enseignement que j'ai reçu. La bonté, elle est là, il y a un ça va, mais tu le touches que quand tu ne veux pas le posséder, que quand tu ne veux pas le contrôler. C'est uniquement si... que c'est là. C'est là dans ton cœur, c'est là dans ton esprit, c'est là dans ton corps. Et c'est comme une rose, c'est comme un nénuphar, c'est là. Et c'est absolument, ça ne cesse d'apaiser, de rayonner, de libérer. Mais attention, à l'instant, c'est comme dans les contes de fées, vous savez. Ah, tu vas être comme une princesse, mais à minuit, il faut rentrer à la maison. Et bien, c'est pareil. La méditation va te montrer quelque chose de ton cœur, de ton esprit, de ton corps. Tu vas toucher un sens de présence. Tu vas sentir que tu as complètement le droit d'être comme tu es. Ah. Mais à l'instant où tu voudras le posséder, il va s'échapper. Et c'est ça que... Alors, j'ai beaucoup d'autres éléments que j'ai reçus de ces années intenses de formation.
et qui fait que j'arrête pas d'enseigner depuis des années, depuis que j'ai fondé Réseau, et que j'ai toujours pas... j'ai l'impression d'avoir toujours... qu'il y a tant d'enseignements que j'ai pas encore pu transmettre. Mais voilà, disons, un peu le sens. Je crois que c'est vraiment ça. Et la pratique, c'est ça. Donc, il y a un malentendu, j'en pense des fois. Si je vais me promener avec mon petit chien au bord de la mer, je médite. Alors là, je suis très content de vous dire, pas du tout. Ah, vous pouvez faire des choses formidables en allant vous promener avec votre petit chien. Peut-être vous allez vivre des extases, ou vous allez juste vous détendre. Mais ça n'a aucun rapport avec la méditation. Ça ne va pas du tout vous permettre de revenir à la source de votre être et à guérir ce qui est blessé en vous. Parce que c'est peut-être ça que j'ai oublié de dire. Dans la première expérience que j'ai faite, en simplement pratiquant, en simplement me posant, j'ai eu le sentiment, j'ai le droit d'être comme je suis. Et d'un seul coup, je voyais la haine que j'avais contre moi-même, comment je m'en voulais, la haine, comment les autres m'en voulaient d'être comme j'étais, que j'avais introjecté en moi, et comment il y avait là quelque chose comme un cercle vicieux dans lequel j'étais emprisonné, dans lequel tant d'êtres sont emprisonnés, on leur fait des reproches. Vous savez, c'est très, très, très frappant. Le petit enfant qui est frappé par ses parents, il a l'impression que c'est lui qui est en faute. Donc, le parent est maltraitant envers l'enfant, et l'enfant lui dit « Eh non, ça va pas là, t'es un connard là, de maltraiter. » Il dit « Je le mérite. » Et là, il y a une déformation qui est très intrinsèque à l'existence humaine. Et au fond, la méditation, elle déjoue cette malédiction. C'est ça, elle est très puissante. La méditation est vraiment des rares voies que je connaisse qui est à même de dissoudre cette malédiction. Non, non, non. Là, d'un seul coup, non, on lâche. Cette violence contre soi-même qu'on introjecte de l'extérieur et on remet dans le bon chemin de la vie. Au fond, on avait perdu le chemin de la vie et on rentre dans le chemin de la vie. C'est ça la leçon que j'ai reçue de la méditation. Je suis hors du chemin de la vie, je m'en veux, je me crois incapable, j'ai peur, je suis coupé de mon désir, je ne sais plus ce que je veux, je me sens isolé, je me sens perdu. C'est pas de ma faute, j'ai aucun problème psychologique, je suis juste pas dans l'axe de la vie. C'est ça la leçon de la pratique de la méditation. Complètement dingue. Parce que alors moi, je pensais que j'avais des problèmes. Mes parents m'avaient envoyé voir un psychologue parce qu'ils pensaient vraiment que j'avais des graves problèmes. Et je parlais avec le psychologue de tous mes problèmes et de tous mes problèmes. Et là, je médite, on ne cherche plus à comprendre les problèmes, on cherche juste déplace-toi. Là, tu es juste hors de la vie. Et là, ça commence. Et là, le monde a complètement changé. Ma vie a complètement changé. Donc, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis, pour être honnête, je vais vous faire une confidence. Par plein de raisons, j'étais séparé de beaucoup de mes maîtres, et puis certains sont morts. Et je me suis retrouvé, voilà, en France. Et puis est venue toute cette mode de la méditation, comme elle est faite, où il faut essayer de se calmer, de maîtriser son esprit, d'essayer d'avoir moins de pensées. Et je me suis dit, mais moi qui suis, quand je pratiquais, je sentais cette bonté, cette présence, mais j'avais plein de pensées. Et puis j'étais confus, et puis alors je me suis dit, il faut que je calme mon esprit, que je suive ces instructions que je vois partout présentées. Et j'ai un peu honte de dire ça parce que j'ai manqué au fond de confiance dans ce qu'avaient dit mes maîtres et Francisco, qui est malheureusement décédé trop tôt. Et j'ai suivi et j'en suis pas fier. En tout cas, je voulais vous raconter un peu cette histoire. Donc j'ai essayé de me calmer, de pratiquer un peu comme on le décrit. Et je peux raconter mon expérience. Ça a été affreux. C'est-à-dire que plus je pratiquais, plus je réussissais très bien à calmer mon esprit. C'est pas très compliqué. Comme je suis quelqu'un d'un peu sérieux et entêté, en pratiquant intensément. Mais plus je calmais mon esprit, moins je me sentais vivant. Plus j'avais l'impression de plus être vraiment dans la vie. J'étais pas plus ouvert, j'étais pas plus aimant. Je perdais la confiance que je vous ai décrit. Et j'étais devenu un expert en technique. Je faisais de la gymnastique mentale pour essayer de me calmer. Alors ça peut marcher, mais c'est tout à fait superficiel.
ça ne rentrait pas dans la profondeur de mon être. Donc vous calmez quelque chose, mais en fait, vous n'êtes pas en paix. C'est ce que j'ai beaucoup écrit après, par la suite. C'est pas du tout la même chose d'être calme que d'être dans la paix profonde, la paix véritable. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que je revienne aux enseignements que j'avais reçus, aux enseignements qui viennent de la tradition du Bouddha, et pas à ce que j'étais en train de faire. La méditation, c'est pas une tisane. Mais non, la méditation, c'est pas une tisane. Elle vise à développer un nouveau rapport à notre être, à la vie, à nos émotions, à ce qu'on vit, à l'autre, pour que quelque chose en soit profondément transformé. Et c'est complètement différent. D'un côté, vous vous calmez. Je dis une tisane, il faudrait plus de dire un calmant, parce qu'une tisane, c'est très bon. Moi, j'adore les tisanes. Donc, c'est pas un calmant. C'est pas un anesthésiant. Au fond, aujourd'hui, les gens voudraient que la méditation, mais au fond, la sagesse, parce que je vous parle de méditation, mais on pourrait ouvrir la question. Est-ce que la sagesse, est-ce que la méditation, ça doit être un anesthésiant? Alors, si vous êtes hypersensible comme moi, vous n'arriverez jamais, donc vous allez juste vous crisper, en fait. Ou est-ce que, même si vous êtes un être humain, vous n'arriverez jamais de toute manière, parce qu'un être humain, il est humain. Ou est-ce qu'au contraire, la méditation, c'est changer ce que je disais d'Axe, changer notre rapport à la vie, changer notre rapport au monde, changer notre rapport aux autres. C'est ça que je dis la promenade avec le petit chien au bord de la mer, ça ne va pas changer votre rapport à la vie, ça ne va pas changer votre manière de voir vos problèmes, ça va pas, ça va, ouais, c'est agréable. Mais la méditation, c'est pas du tout quelque chose d'agréable. C'est un déplacement radical. Et c'est pour ça que depuis le temps du Bouddha, depuis 2500 ans, la méditation est une voie de libération très profonde. J'ai pas dit, mais Francisco Varela, qui m'a enseigné la méditation, lui s'était tourné vers la méditation parce qu'il était neuroscientifique. Il cherchait à comprendre l'esprit humain. Il disait la grande question pour nous, hommes du XXe siècle, qui étaient au XXe siècle, c'est de comprendre l'esprit humain. Et si on veut comprendre l'esprit humain, on ne peut pas se détourner de la méditation de 2500 ans d'études de l'esprit humain, comme l'a fait la pratique. Et ce qui l'intéressait, c'était la précision de la pratique pour voir l'esprit. Parce que méditer, me disait-il toujours, c'est avec l'esprit, voir l'esprit. Avec le cœur, voir le cœur. Et que c'était ce regard-là qui libère, parce qu'on voit clair. Donc voilà un peu mon chemin, et puis j'ai commencé à enseigner la méditation, et puis doucement, je me rendais compte que c'était pas facile d'enseigner la méditation. Parce que, quoi que je fasse, les gens croient que méditer, c'est une technique de gestion pour se calmer. Et je l'ai raconté des dizaines de fois. Je me souviens d'une séance où il y avait plein de gens dans la salle. Je parle, j'essaie d'expliquer la méditation. Méditer, c'est pas du tout se calmer. Méditer, c'est juste être présent à ce qui est. C'est ça qui transforme. Et puis, à la fin de la séance, je demande aux gens, mais alors comment c'était? Et les gens disent, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me calmer. J'ai encore des pensées. Et là, je suis obligé à nouveau de vous avouer que je me suis énervé. Je me dis, mais vous êtes un peu gonflé. On a une séance d'une journée. Je n'ai parlé pendant près d'une heure et demie pour vous dire surtout ne cherchez pas à vous calmer, ne cherchez pas à faire le vide dans votre tête, ça n'a aucun sens. Et vous dites que vous n'avez pas réussi à vous calmer. Vous êtes un peu gonflé quand même, vous pourriez essayer d'écouter ce que je dis. Et après, je me suis repris, parce que quand même, c'est pas beau. Je vais pas engueuler les gens qui ont fait l'effort de m'écouter. S'ils comprennent pas, c'est sans doute qu'il y a un truc qui est pas clair. Alors, je me suis dit, avec beaucoup d'humilité, mais qu'est-ce que je comprends pas? Pourquoi les gens ne comprennent pas que la méditation, c'est clair, tous les textes le montrent, toute l'histoire le montre, et l'expérience humaine, la plus simple, le montre. C'est pas parce que je me calme que je vais prendre une meilleure décision. C'est pas parce que j'essaye de me calmer que... Calmer, et alors? Non. C'est est-ce que je suis dans la vie? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je sens ce que je sens? Est-ce que je perçois ce qui se passe? Est-ce que je suis d'intelligence avec les situations? Ça peut changer une vie. Et des fois, une vie, il faut apaiser les émotions, les vider, ça ne sert à rien. Et des fois, au contraire, les émotions sont là pour nous dire des choses fondamentales. Donc il faut être là, il faut être un peu... Et alors, j'ai réfléchi, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, c'est logique. En fait, les gens, ils ont tout à fait raison de ne pas comprendre ce que je raconte.
Pourquoi ils me croiraient? On leur explique, on vous explique, depuis que vous êtes nés, qu'il faut que vous fassiez mieux. Sinon, on va vous mettre au banc de la société. On vous juge. Depuis que vous allez à l'école, on vous juge. Vos parents, sauf si vous avez eu des parents formidables, vous jugent. Vos copains vous jugent. Vous êtes vite rejetés. Vous voyez la souffrance de tant d'enfants aujourd'hui dans les écoles, avec les réseaux sociaux. Ils sont rejetés, ils sont harcelés. Et donc, vous allez en entreprise, vous êtes jugé, 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 jugé. Donc, vous pratiquez pareil. Je veux réussir. Il faut que je réussisse. Je veux contrôler mon esprit pour être encore plus performant. Je veux être plus performant. On ne fait pas comme je viens de le faire. Non, avec beaucoup de bons sentiments, mais on veut être plus performant parce qu'on veut bien faire. Et c'est ça le problème. On veut bien faire, et vouloir bien faire, c'est pas faire bien avec son cœur. Et donc c'est normal. On ne comprend rien à la méditation. Notre monde ne comprend plus rien à la méditation parce qu'il a intégré la méditation à son schéma, qui n'a aucun rapport avec la méditation. Il emploie le mot méditation, mais c'est tout à fait autre chose. Il a inventé un autre truc, il a digéré la méditation dans le discours central. Je m'instrumentalise pour être plus efficace, pour m'auto-exploiter encore plus. Et la méditation, c'est ça. Et c'est pour ça que les nouvelles maladies psychiques, dont je parle souvent sur ma chaîne, dans mes livres, comme le burn-out, on se trompe tout à fait. Tout ce qu'on raconte sur le burn-out est faux. On raconte que les gens qui font un burn-out, c'est parce qu'ils n'ont pas assez fait ceci, pas assez médité, pas assez calmé, pas assez géré leur stress. Et c'est pour ça qu'ils font un burn-out. Non. Ils font un burn-out parce qu'ils veulent trop bien faire. C'est parce qu'ils veulent trop bien faire, qu'ils s'auto-exploitent tellement bien qu'ils explosent en vol. Donc on se trompe complètement. Souvenez-vous, hein, on va mal, pas parce qu'on est en faute, mais parce qu'on a pris une mauvaise direction. Souvent en voulant bien faire. Mais on a pris un mauvais chemin. Et c'est la voie de la déculpabilisation profonde. La méditation que je propose, c'est la méditation de la déculpabilisation profonde. La méditation et la voie qu'on propose le plus souvent, c'est la voie de la culpabilisation à outrance. Donc c'est ça qui se passe avec le burn-out. Et c'est comme ça que j'ai fini, ça m'est venu comme un cri du cœur, mais juste, si vous voulez méditer, foutez-vous la paix. C'est aussi simple que ça. Méditer, c'est foutez-vous la paix. Alors, je ne vais pas en parler ici en détail, parce que ce sera le thème de... Si ça vous donne envie de le faire, on fera ça dans la première séance du cours. Comment on fait pour se foutre la paix? Là, je vous présente la méditation, et dans le cours, je ferai des pratiques et des exercices. Donc, je serai assis sur un coussin, et je vous guiderai dans la pratique, et je répondrai à vos questions, et je vous ferai on rentrera dans une forme de transmission de toutes les facettes de Foutez-vous la paix. Mais là, aujourd'hui, c'est important que vous compreniez la vision et la perspective. Donc, on se fout la paix. Ah oui, c'est ça, méditer. On se fout la paix. Vous pensez que le Bouddha, quand vous voyez dans les méditations où il s'assoit, il est en train de se torturer. Il faut que je fasse le vide dans ma tête, il faut que je fasse le vide dans ma tête. Non, j'ai trop de pensées. Non, ça va pas. Là, il faut que je me calme, Non, pas du tout. Il se fout la paix. C'est pas du tout qu'il a plus de pensées. Bien sûr qu'il a des pensées, il est un être humain. C'est pas qu'il a plus d'émotions. Bien sûr, il a plein d'émotions. Il a des peurs, il a des angoisses, il a des inquiétudes, il a des désirs, tout ça. Mais il est tranquille avec ça. C'est ça la voie. Je sens, certains d'entre vous me disent « Fabrice, là, tu exagères. Le Bouddha, il est éveillé, il n'a plus de peur, il n'a plus d'angoisse. » Ben, lisez les textes. Je suis pour rien, hein, vous lisez les textes. Le Bouddha, il raconte, alors il est comme ça, il est assis. Et puis alors, il voit des attaques de monstres partout qui l'attaquent. Après, il voit des femmes tout à fait sexy qui dansent devant lui. Ben, voilà, c'est une image de dire que dans son esprit, il se passe plein de choses. Mais pourquoi il est le Bouddha? Parce qu'il médite. Il médite, ça veut dire il est là. Il regarde ça. Avec courage, avec tendresse, avec honnêteté. C'est ça la voie du Bouddha. C'est pas qu'il est devenu un sorte de zombie ou de cachet d'aspirine. Pas du tout. Il est complètement humain, complètement aimant. Et il y a plein d'anecdotes de la vie du Bouddha, de sa tendresse pour les gens. C'est pas du tout cette idée stoïcienne. Hein. Vous savez que je dénonce dans tous mes livres que l'idée stoïcienne comme la plus grande imposture sur le sens de la méditation. C'est la méditation, la vie, la sagesse n'ont rien à voir avec une insensibilité. C'est une très grande erreur.
La sagesse a à voir avec le fait d'être en paix avec son humanité et de laisser notre humanité se déployer pleinement et de retrouver le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin du lien, le chemin de la relation. Ça, c'est un chemin merveilleux. Ça, c'est un chemin qui apaise. Ça, c'est le chemin de la vraie réconciliation. Alors, foutez-vous la paix, c'est très simple. Ça donne plein de fruits. C'est par exemple, on s'en veut plus. On se fout la paix, donc on s'en veut plus. Et puis, on se rend compte tel qu'on est. Sans attente, sans honte. Voilà. Ben voilà. Je suis hypersensible. Je ne suis pas du tout parfait. J'ai mon caractère, c'est comme ça. Je me fous la paix. Je ne fais pas toute une histoire. Je n'essaie pas de faire semblant. Je suis un être humain. C'est, on pourrait dire, le contraire de ce qu'on croit, c'est accepter ses failles, accepter sa vulnérabilité. On nous fait croire que méditer, ou que la voie de la sagesse, c'est trouver un moyen de ne plus avoir aucune vulnérabilité et d'être une sorte de robot. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible, et c'est pas vrai. Et puis, c'est découvrir, en se foutant la paix, on découvre ce que je disais tout à l'heure, cette sorte de confiance, de tendresse, tout à fait ouverte, tout à fait... voilà. Et ça fait un bien fou. La méditation, donc c'est ça. On se fout la paix, simplement, parce qu'on a le droit d'être comme on est. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions pour préparer cette séance. Et il y a beaucoup de questions qui disent, oui, mais quand je suis en colère, ou quand je vis une situation difficile, ou quand telle personne m'a fait telle chose, comment je peux réussir à me foutre la paix? Hein? Ben, vous foutez la paix, ça ne veut pas dire que vous êtes débarrassé de votre problème. Il n'y a pas de possibilité. Si quelqu'un vous a insulté et que vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien là, quelqu'un vous a insulté, ben vous foutez la paix, vous acceptez, vous n'êtes pas content. Mais c'est normal que vous ne soyez pas content. On vous a fait du mal. Ben oui, mais j'aimerais pas sentir ça, j'aimerais être complètement calme. Mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Asseyez-vous là, foutez-vous la paix avec ça. Et vous allez voir, ça va devenir moins lourd, moins écrasant. Ça ne sert à rien de vous taper la tête contre la fenêtre de vos émotions. Pourquoi vous tapez la tête contre la fenêtre de la vie? Parce que tout ce que vous vivez, toutes vos émotions, elles ont des choses à vous dire. Il faut les écouter. On les écoute. Puis on peut leur dire au revoir. Ça va, j'ai compris. Mais si vous ne les écoutez pas, elles ne vont pas partir parce qu'elles sont là pour votre survie. Elles sont là pour vous aider. Donc quelqu'un vous a mal parlé, pourquoi vous voulez nier ce que vous éprouvez? Il y a quelque chose peut-être à entendre. Moi, j'ai souvent fait l'expérience que dans la pratique, des fois, j'avais des petits malaises, des petites intuitions. Je sentais des choses. Et j'ai appris à écouter ça. Surtout, je ne cherche plus à me calmer. Je sens quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? Je n'ai pas d'intellectualiser, juste qu'est-ce que je sens? Ah ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça me donne tellement d'orientation dans ma vie. Je parlais à une de mes amies qui est une femme d'affaires extraordinaire, absolument extraordinaire, et qui vient d'engager quelqu'un que je connaissais, avec lequel ils sont en train de travailler, et elles sont toutes les deux, mais tellement heureuses. Mon amie est tellement heureuse de l'avoir trouvée, la personne est tellement heureuse, et je lui parlais, elle me disait, je vais dire quelque chose, Fabrice, je l'ai vue, pour prendre un café, parce qu'on a une relation professionnelle, je ne la connaissais pas. On a parlé un quart d'heure, j'ai dit, je vous engage. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pensé. Elle me dit, dans ma vie, toutes les fois où j'ai fait ça, j'ai pris les meilleures décisions. Et ça, c'est parce qu'elle est vraiment en rapport à la méditation. Et donc, elle a cette capacité, grâce à la méditation, d'entendre ces signes de la vie, ces signes de nos émotions, qui sont absolus, qui nous orientent, qui nous donnent une boussole. Et les gens, ils veulent se calmer. Ils veulent être comme ceci. Ils veulent être comme cela. Ils s'interdisent d'être. Évidemment,
Ils prennent des mauvaises décisions, c'est ça. Pourquoi on est bloqué? Pourquoi on est bloqué? Pourquoi on échoue? Pourquoi on est en conflit? Pourquoi on se retrouve à côté? Parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on veut contrôler. Donc on ne voit pas tous les messages que la vie nous dit. Ah non, non, attention, c'est par là. Non, on est têtu. Et la méditation, c'est je cesse d'être têtu, j'écoute ce qui se passe, et le chemin s'ouvre. Le chemin de la vie s'ouvre. C'est ça la méditation. C'est cette entrée dans cette confiance de la vie qui est tellement profonde. Alors, peut-être vous vous demandez, mais quelle est la méditation que je fais par rapport à tout ce qui se présente? Alors, je dirais, pour qualifier la méditation que je fais, que d'abord, elle est profondément traditionnelle. Parce que je transmets l'état de la méditation, cet état de présence que j'ai reçu de mes maîtres et qu'on trouve dans toutes les grandes traditions méditatives, et que ce que je fais, c'est de transmettre cet état-là. Donc, ma position est vraiment toute humble. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas inventé la méditation. Mon souci, c'est juste d'être le plus transparent pour vous transmettre la méditation que j'ai reçue. Alors, je sais, c'est un peu étrange, parce que beaucoup de gens disent qu'ils pratiquent, qu'ils transmettent la méditation. Alors, je demande ce que vous avez appris. Moi, voilà, je me souviens, quelqu'un m'avait dit oh, ben, moi, c'est mon fils qui m'a appris à méditer, ou j'ai lu un livre. C'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai vraiment été formé de manière très intense, avec des retraites très intenses, et j'essaie juste de transmettre ça. Donc, il y a un côté tout à fait traditionnel. Après, le deuxième aspect que je crois très profond, c'est que c'est très moderne. C'est très traditionnel, mais c'est très moderne parce que j'essaie d'être vraiment lié à notre temps. On ne va pas... Traditionnel, les gens confondent traditionnel et exotique. Je ne vois pas l'intérêt d'essayer de s'habiller comme un Japonais ou un Tibétain pour avoir l'air de méditer davantage. Régulièrement, je reçois des messages « J'aimerais pratiquer, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse d'un ashram en Inde ou en Asie, ou parce que j'aimerais méditer avec des vrais maîtres ?» Mais ça n'existe pas. Il y a presque plus de gens qui pratiquent en Asie. C'est quelque chose de très connu, mais il y a une sorte d'exotisme comme ça. Je lisais un livre, je réfléchis à un cours sur le chamanisme à la rentrée, enfin sur les principes du chamanisme adaptés à notre vie, et je lisais un texte mais complètement surprenant d'un ethnologue très pointu qui racontait comment les Occidentaux vont en Amérique du Sud chercher des chamans. Évidemment, il n'y a quasiment pas de chamans, c'est quelque chose qui est perdu depuis très longtemps. Mais alors, il y a des autochtones qui essayent d'apprendre, comme ça, dans les livres, avec des gens, pour jouer les chamans, et ça marche très bien, les Occidentaux se font avoir. Mais comme il y a un côté exotique, les gens sont pris sans voir la profondeur et la vérité de la transmission. Donc c'est un peu la même chose. On voit des gens, ils s'habillent en japonais, donc ils croient qu'ils rentrent dans la méditation, mais il n'y a aucun rapport entre le japonisme et la méditation. Donc mon souci, c'est à la fois d'être traditionnel dans la transmission d'un état d'être, et en même temps complètement libéré de tous ces exotismes, pour pouvoir voir quel est le problème. Et le problème de la transmission de la méditation aujourd'hui, c'est confondre la méditation avec ce que j'appelle cette auto-exploitation de soi-même, une technique, vouloir faire le vide, vouloir se calmer, qui, comme j'espère que vous l'avez vu, n'a aucun rapport avec la pratique de la méditation. Et le troisième axe de ce qui me semble vraiment important, de ce que j'essaye de transmettre, c'est que la méditation doit nous aider dans toutes les circonstances de notre vie. Méditer, c'est pas rentrer dans sa bulle. Méditer, c'est pouvoir apprendre comment je fais quand j'ai mal, quand j'ai peur, quand je suis angoissé, quand je vis un deuil, quand j'ai un défi, quand je dois prendre la parole en public, quand je suis submergé, quand je suis à deux doigts de faire un burn-out. La méditation n'a de sens que si elle s'incarne et elle parle de tout ça. Elle ne doit pas être juste un état qui nous fait rêver, comme ça. Elle doit nous aider à faire face au réel. Alors, il se trouve que, vous savez, mon métier d'être éditeur, j'ai publié beaucoup des grands auteurs occidentaux qui transmettent la méditation, et c'est vraiment le point commun de tous les auteurs que j'ai publiés, de tous les auteurs qui m'inspirent, parce que mon propos n'est pas du tout, je ne suis pas du tout le seul. On est très nombreux à essayer de présenter cette méditation à la fois fidèle à la tradition et qui affronte les problèmes que nous rencontrons, qui ne sont pas les mêmes d'un japonais du XVIIe siècle. Et ça, c'est le travail je donne des noms comme ça, si vous connaissez, Sharon Salzberg, Jacques Kornfield, Joseph Goldstein, et Pema Chodron, tous ces gens
que je connais bien, avec lequel j'ai pratiqué, et qui incarne cette vision, qui me semble vraiment fondamentale. Et dans cette approche, je crois que ce qui est essentiel, c'est que là, du coup, que nous apprenons à nous relier à nos émotions, d'une manière complètement autre. Pas du tout cette connerie qu'on entend partout, gérer ses émotions, qui ne veut strictement rien dire. Gérer ses émotions, et vous êtes en colère, je gère ma colère. Je suis toujours embêté quand on raconte des sornettes qui n'aident pas du tout. Voilà, moi, si je suis angoissé, qu'on me dit gère ton angoisse, d'accord, mais comment je fais? Là, je vais mal, j'ai peur, ou je suis triste, ou je suis en colère, ou je viens de me faire quitter par mon épouse, qu'est-ce que je vais faire? Là, la méditation nous aide concrètement à avoir un autre rapport à nos émotions. Et ça, je crois que c'est très très important de rentrer en rapport à nos émotions. Et là, la voie est très précise. Il faut apprendre déjà à écouter ce que disent nos émotions. Souvent, on dit je ressens des émotions, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe. C'est très étonnant. Quand je fais des cours, des séminaires et que j'interroge les gens, je sens plein d'émotions. Qu'est-ce que tu sens? Colère. Mais qu'est-ce que c'est? Où? Comment? Qu'est-ce que ça te dit? Les gens ne savent rien. Complètement étrangers eux-mêmes. Et au fond, leur demande, c'est voir un thérapeute, un psychologue, ils un livre de développement personnel, ou ils font de la méditation, n'importe quoi. Donnez-moi un bouton, j'appuie et hop, la colère va disparaître. Mais quelle colère? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Pourquoi? Comment? Non, juste donnez-moi le bouton. Parce que je n'ai pas de colère, je vais être efficace. Je vais avancer, je vais gérer mon stress, je vais avancer, 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 je vais avancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Petit Prince. J'adore, moi, il va sur la planète et il y a un type qui donne des numéros à toutes les planètes. Le Petit Prince dit, il met B7444. Le Petit Prince dit, mais tu les regardes, les planètes? Ah non, non, je les compte, comme ça je les possède. Je deviens de plus en plus riche. Et le Petit Prince, il se met en colère. Il dit, mais cet homme n'a jamais vu une étoile, il n'a jamais aimé une étoile. Juste, il compte. Et c'est ça la méditation. C'est ça le rapport aux émotions. Non, non. On arrête de vouloir compter, comptabiliser, gérer. Non, on va refaire confiance dans le trésor de notre propre humanité. Et donc, d'abord, on écoute les émotions. Mais après, on peut les apaiser. Mais on peut les apaiser une fois seulement qu'on les a écoutées. On va les apaiser, ça va. C'est pas la peine que... C'est comme un ballon. On étouffe là, on dégonfle le ballon, C'est pas la peine de s'identifier, de se crisper. Mais plus on contrôle, plus on veut contrôler les émotions, plus on veut les gérer, pire elles deviennent. Donc là, on change de stratégie complète. Et du coup, elles s'apaisent. On respire. Et enfin, on les transforme. C'est quand on les a, il ne s'agit pas juste de prendre une gomme et d'effacer. Hein. Les gens y croient souvent, je dis souvent ça, les gens croient que la méditation, c'est la gomme magique. On a un problème, on gomme. Tu m'embêtes, on gomme. Non, la méditation, c'est pas ça, c'est j'apaise, j'écoute, j'apaise et je transforme. Et ma colère va devenir action, va devenir désir de justice. Parce que la colère, des fois, c'est le désir du vrai, le désir du juste. C'est pas du tout toujours négatif, ça dépend des fois. Des fois, la colère, elle est réactive, des fois, elle est géniale. C'est pareil. La joie, des fois, elle est formidable, des fois, elle est complètement idiote. Donc, c'est important. J'écoute, j'apaise et je transforme, je libère. Voilà un peu le sens de la méditation. Pourquoi ça peut transformer une vie. Alors, on va faire bientôt une petite pause. Vous pourrez poser vos questions. J'aime bien, il y a un moment, dans tous les cours, je fais ça, un moment où vous pouvez poser vos questions. Mais je voudrais juste, avant très rapidement, dire une des choses qui m'émerveille le plus, qui me touche le plus, c'est la découverte depuis quelques années de la confirmation par tant d'approches thérapeutiques, tant d'approches d'éducation des enfants, de ce que j'ai reçu de maîtres tibétains. Si on regarde l'hypnose, l'autonomie, la réflexion sur le trauma, plein de nouvelles approches, acceptation d'un commitment de thérapie, plein de nouvelles approches. Et là, je vais dire, j'en reviens pas. Tous disent quelque chose qui rejoint ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Tous disent,
vous avez une profonde souffrance, même vous avez un trauma très grave, c'est pas de votre faute. C'est pas que vous avez un truc tordu dans la tête, comme le croyait, je suis désolé de dire ça, mais comme le croyait Freud. Non, il y a pas, vous êtes pas, l'enfant n'est pas un pervers polymorphe, il n'y a pas un truc dangereux, l'inconscient n'est pas un truc dont il faut se méfier. Non, non. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant, que tellement de thérapeutes de mondes complètement différents, qui connaissent rien à la méditation, qui ne se connaissent pas entre eux, des gens absolument hors du commun, c'est-à-dire aussi bien Erickson pour l'hypnose et François Roustan en France que Peter Levine sur le trauma, et je pourrais, Franz Wellman pour l'autonomie, je pourrais en citer mais des dizaines. Tous disent, non, c'est en revenant à un sens de présence, de confiance, ou de présence sécure, qu'on peut guérir. Ça ne sert à rien. Vous allez voir plein de gens, vous allez essayer de comprendre vos problèmes, vous comprenez vos problèmes, mais rien ne change. Vous pouvez expliquer, ah oui, mon papa, ma maman, je peux expliquer pendant des heures tous mes problèmes, ça tourne. Si vous voulez changer, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme en vous. Il faut qu'il y ait un déplacement en vous. Parce que sinon, rien ne change. C'est parce qu'on comprend avec la tête que notre posture, notre position dans le monde change. Il faut que quelque chose change. C'est complètement dingue parce qu'ils ne parlent pas du tout de la même chose. Entre acte, l'hypnose, ça ne parle pas du tout de la même chose. Mais ils disent tous ce point crucial, qui est le cœur de la méditation que je transmets, c'est en revenant à un sens de confiance, la méditation comme confiance, comme réconciliation, que quelque chose se transforme. Ou comme dit Boris Cyrulnik, qui a une forme de résilience. Et du reste, pour vous faire un aveu, c'est une des grandes raisons pourquoi j'ai fondé ma chaîne Dialogue, parce que j'étais fasciné d'inviter tous ces experts, tous ces thérapeutes qui, confrontés à la douleur et à la souffrance, exposaient l'enseignement que je transmets depuis tant d'années et de voir une telle confirmation. Parce que c'est vrai, je dois dire, pendant quelques années, quand je disais aux gens méditez, foutez-vous la paix, ça va vous guérir, ça va vous apaiser, ça va résoudre le problème, les gens disaient mais non, mais vous exagérez, c'est pas sérieux, moi je veux un truc solide. Et j'essayais de montrer pourquoi c'était la voie, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes ces études, toute cette recherche, tous ces examens cliniques, je trouve qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi la méditation est vraiment la voie d'apaisement, de guérison et de ce que j'appelle la réconciliation. C'est ça que je pense que la méditation que je présente, si je devais dire, je pense que je transmets la méditation de la grande réconciliation, ou de la réconciliation avec soi, la réconciliation avec la vie, plutôt que cette sorte de bataille perdue d'avance. Parce que si on se bat contre la vie, on est sûr de perdre. Si on se bat contre le réel, on est sûr de perdre. Si je me bats pour que je ne sente pas qu'il fasse chaud aujourd'hui alors qu'il fait chaud, je ne vais pas y arriver. Je suis obligé de reconnaître qu'il fait chaud. Après, si je reconnais qu'il fait chaud et que je ne me bats pas contre le fait qu'il fait chaud, je peux allumer un ventilateur. Je peux ouvrir la fenêtre. Mais je suis d'abord obligé de reconnaître le réel. Je ne peux pas lutter contre l'existence du réel. Il faut que je le reconnaisse pour m'ajuster à lui et trouver le bon chemin. Mais si je lutte contre lui, je vais juste me taper la tête contre les murs. Je suis perdu d'avance. On va mettre un petit morceau de musique, on va vous laisser quelques minutes et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez et je vous réponds après. Alors c'est formidable, il y a plein de questions tout aussi formidables les unes que les autres. Alors d'abord le cours qui va suivre, que j'espère que ça va vous donner envie de venir. Il y aura plein de moments où je répondrai aux questions et Mathieu va vous expliquer après. Mais là, toutes les questions que vous avez, que j'ai pas eu le temps de lire, je vais tous les lire. Et je prépare toujours le cours en fonction de vos questions. Donc celles auxquelles je ne réponds pas maintenant, je répondrai dans le cours. Et chaque fois, j'essaye de répondre à toutes les questions, ou de les intégrer en tout cas à ma présentation, parce que je pense que c'est cet échange qui rend mon approche aidante. Alors, première question, est-ce que la méditation est adaptée aux hypersensibles ? Alors, pas n'importe laquelle, pas la méditation qui vise à vous calmer. Ça, je pense que ça rend un hypersensible fou, puisqu'un hypersensible ne sera jamais calme. Mais la méditation que je présente, je peux vous dire, alors c'est même, non seulement c'est adapté, mais alors c'est même indispensable. Moi, je ne vois pas comment on peut être hypersensible, parce que quand on est hypersensible, on est perdu par l'intensité de ce que l'on a. Donc c'est absolument important d'arriver à écouter ce qu'on ressent, pour que ça ne nous submerge plus,
Donc la méditation, quand on est hypersensible, c'est j'apprends à écouter très précisément, en présence, avec tendresse, ce que je sens, pour pouvoir très bien distinguer si ce que je sens m'égare ou si l'intensité me donne une indication précieuse. Et quand on est hypersensible, le problème majeur qu'on a, c'est qu'on ne sait pas si l'intensité qu'on ressent nous mène dans une direction aidante ou si au contraire on est égaré. Et cette clarté, la méditation est la seule à pouvoir nous l'apporter. Donc je dirais, la méditation comme je présente est très aidante pour les hypersensibles, mais par contre, si vous essayez de méditer pour essayer de vous calmer, de vous détendre, là vraiment je pense que ça va vous faire plus de mal que de bien parce que vous allez vous sentir de plus en plus coupable de ne pas y arriver. Alors il y a beaucoup de questions, combien de temps il faut pratiquer par jour et tout ça, je pense que ce n'est pas du tout la bonne question. La question c'est est-ce que je goûte le goût de la pratique. Et après, le détail, c'est après. Les gens mettent toujours, chaque fois que je représente la méditation, les gens posent la question à l'envers. Ils me disent, mais comment je dois faire, quelle posture je dois prendre, et puis combien de temps. Comme si c'était, si j'ai bien appliqué la méthodologie, je vais réussir. Ça ne marche pas du tout comme ça. La seule chose qui compte dans la méditation, c'est est-ce que j'ai goûté ce sens d'apaisement, de confiance. Je sens que j'ai le droit d'être comme je suis. Je ne cherche plus à contrôler les choses. Donc tant que je veux contrôler les choses, je ne suis pas dans la méditation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la méditation, c'est juste ça. C'est un rendez-vous avec la vie en soi. Quelqu'un qui me dit « j'ai peur de m'ennuyer en méditant ». mais alors méditez tout de suite parce que vraiment je vous plains. Si vous avez peur de vous ennuyer en méditant, si vous avez peur de vous ennuyer en rencontrant la vie, mais c'est vraiment trop triste. Vous pensez que la vie, c'est amusant de regarder à la télévision des séries complètement idiotes qu'on oubliait après les avoir vues. Non, enfin, j'ai rien contre qu'on voit des séries de temps en temps pour se détendre, mais ça nourrit pas la vie. C'est pas ça qui fait qu'on a une vie accomplie. Évidemment, la méditation, c'est avoir une vie accomplie, une vie riche, une vie féconde. Donc, je dirais, il n'y a rien de moins ennuyeux que la méditation. C'est le contraire. Moi, je trouve la vie sans la méditation, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux quand je vois les gens courir toute la journée pour réussir à atteindre leurs objectifs qui sont déjà dépassés, à peine les ont-ils réussi. Je me dis là, c'est vraiment ennuyeux. Ils courent toute la journée, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux? Ce qui est merveilleux, c'est de se poser et de retrouver la magie de la vie, retrouver l'émerveillement d'être un être humain. Célébrer, c'est quand même extraordinaire que nous soyons un être humain. Comment transformer ces émotions? Là, malheureusement, je ne peux pas répondre à la question, ça c'est le cours. Je vais vous faire dans le cours. Donc, le cours, il y a 4 séances. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'année dernière. Cette année, je ferai vraiment des méditations guidées. Je serai assis sur un coussin et je ferai une vraie méditation guidée où je parlerai, il y aura des moments de silence, on pratiquera, je vous guiderai pas à pas. Et puis après, il y aura un moment où je reviendrai, répondre à vos questions et on verra comment intégrer ça à sa vie quotidienne. Et là, on peut voir techniquement comment mettre ça en place dans sa vie. C'est ça, la première séance, ce sera vraiment sur « foutez-vous la paix ». On fera plusieurs méditations guidées de qu'est-ce que ça veut dire se foutre la paix, pourquoi c'est pas du tout la même chose que le lâcher-prise, c'est pas du tout une forme de démission, comment en se foutant la paix on redevient plus vivant, comment on se réconcilie avec soi-même, comment on s'apaise. Donc ça, on verra comment on fait dans la première séance. La deuxième séance, c'est vraiment analyser tout ce qui constitue les ingrédients de la pratique. L'attention, la présence, l'assise, la respiration. On verra un peu en détail tous ces aspects-là et je vous transmettrai une pratique absolument extraordinaire qui est la pratique des 4 forces, qui me semble une des pratiques les plus puissantes qui puissent exister parce que c'est vraiment une pratique qui intègre la force de la vie et qui permet de trouver de la force, du courage et de nourrir la vitalité. Parce que moi, je vois pas, je trouve que les gens ils disent « oh, je médite, je suis dans l'instant présent », mais si l'instant présent est chiant, c'est juste chiant. Donc il ne s'agit pas juste dans l'instant présent, il s'agit de renouer avec la vie, de réintégrer la vie. Et là, il y a quelque chose comme une forme de transformation qui a lieu. Et la troisième, on parlera de la tendresse et la bienveillance, ce que j'ai marqué, mais je vais aussi intégrer ce qui n'est pas marqué dans le cours, mais en fonction de vos questions de ce soir, j'intégrerai beaucoup dans la troisième séance comment travailler avec les émotions. Et justement, cette question, comment on transforme les émotions. Je consacrerai beaucoup de temps à ça, et ça, évidemment, ça a un lien avec l'affection, la tendresse. Et puis la dernière partie, je creuserai un peu tout ce que j'ai dit très rapidement sur le lien entre la méditation et les différentes formes de thérapie et comment la méditation peut nous aider, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Alors, question suivante.
Je n'ai pas l'esprit clair. Quand je dois faire un choix petit ou grand, je me sens perdu. Tout est mouvant, impossible de trancher. La méditation peut-elle m'aider? Ah ben oui, c'est tout à fait clair. Quand on ne médite pas, c'est comme si il nous manquait une dimension fondamentale. On ne sait pas ce qui se passe. En fait, les gens qui ne méditent pas, il y a un côté, ils peuvent être un peu efficaces, mais il y a quelque chose qui sont perdus. Ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas sentir. Donc il y a quelque chose qui manque, donc je crois que ça pourrait vous aider beaucoup. Il y a une question de ça formidable. Comment faire pour ne pas s'endormir pendant la méditation? Mais pourquoi vous voulez ne pas vous endormir pendant la méditation? La méditation, vous n'avez rien à faire. Vous avez à écouter, à entrer en rapport à ce qui vous arrive. Pour la première fois de votre vie, d'arrêter de vouloir contrôler votre vie. Les gens ils méditent, je veux bien méditer, mais je ne veux pas m'ennuyer, je ne veux pas avoir mal au dos, je ne veux pas être fatigué, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas avoir de pensée. Oh, mais vous avez fini la torture, mais faites autre chose. Pas la méditation. Allez trouver un gourou pour vous torturer. Mais moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Je suis complètement opposé au gourou et aux toutes les formes d'autotorture. Les gens regardez le monde dans lequel on est. Les gens, ils veulent méditer, ils disent, alors attention, je veux bien méditer, je ne veux pas m'ennuyer, je ne veux pas avoir de pensée, je ne veux pas avoir mal au dos, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas avoir de problème. Non, méditer, c'est pas du tout ça. Méditer, c'est on médite et on est avec la vie, on est avec ce qui est. C'est comme si vous disiez, je veux bien avoir des enfants, mais je veux pas qu'ils pleurent. Je veux pas qu'ils fassent de colère. Je veux pas qu'ils soient malades. Je veux pas qu'ils me demandent quelque chose. N'ayez pas d'enfants. Si vous voulez avoir un enfant, bien sûr que des fois ils pleurent, des fois ils crient, des fois ils sont chiants, des fois ils sont merveilleux. Mais en fait, ils sont merveilleux tout le temps, même quand ils sont chiants, parce que c'est des enfants et qu'on les aime comme ça. Et c'est ça l'approche de la méditation. C'est changer complètement son regard. C'est pas possible. Si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Il faut sortir de l'idée qu'on va contrôler sa vie comme on veut contrôler ses enfants, comme on veut contrôler la terre, comme on veut contrôler tout. Et là, c'est juste la destruction générale de tout. Il faut changer. Il faut changer le plus vite possible. Ça, c'est la violence de la guerre. Les gens, ils veulent pratiquer, ils veulent rentrer en guerre. Je pratique et c'est la guerre. Je vais me battre contre moi. Mais pourquoi voulez-vous battre contre vous? C'est horrible. C'est vraiment... Mais vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas, et moi, je ne vous transmettrai jamais une pratique pour faire la guerre avec vous. Alors, il y a plusieurs questions sur est-ce qu'on peut méditer quand on est malade, quand on est en dépression. Il y a plusieurs questions qu'on me pose. Là, ce qui semble à peu près clair, c'est que la méditation est déconseillée aux gens qui ont des maladies mentales telles qu'ils ont des hallucinations et qu'ils ont... parce que dans la méditation, le silence fait que les visions peuvent augmenter. Et le centre de la méditation, c'est de se poser et d'entrer concrètement dans le réel, se poser, être simple. Quand à cause d'une maladie mentale, on n'arrive pas à faire ça, la méditation n'est pas conseillée. Je dirais, voilà le seul point. Après, le reste, il faut essayer. Si vous êtes en dépression, si vous êtes... faut essayer de voir très court, vous pratiquez des courtes séances et vous voyez si ça vous aide ou pas. Mais il n'y a absolument aucun danger. J'ai plein de messages, on dit que c'est dangereux. Non mais là, il y a des études qui prouveraient que la méditation c'est dangereux. Je vois des trucs dans le journal, mais là c'est juste... Méditer c'est quoi? Méditer c'est juste s'asseoir et dire bonjour à la vie. Je vois pas ce qui pourrait être dangereux de s'asseoir et dire bonjour à la vie. Alors, évidemment, si vous êtes vraiment psychotique, vous avez des visions, si vous vous asseyez, vous risquez d'avoir un peu plus de vision. Donc il vaut mieux faire des choses plus corporelles. Mais c'est vraiment à peu près tout. Donc là, les gens sont en train de purement fantasmer sur la méditation. Il y a une profondeur, mais en même temps, c'est assez basique. Donc il n'y a pas de contre-indication à la méditation. Il n'y en a aucun. La seule contre-indication à la méditation, à part le point de détail que j'ai dit, mais la vraie contre-indication à la méditation, c'est cette forme d'agression constante qu'on a contre la vie et contre soi-même. Alors ça, c'est vraiment une contre-indication. Là où il y a de l'agression, il n'y a pas de méditation. La méditation, c'est surmonter l'agression. Donc, toute approche qui vise à développer encore plus d'agression. Y aura-t-il une proposition de méditation pratique? Oui, les 4 cours sont vraiment des méditations en pratique. Là, je parle aujourd'hui, mais après, on le fera. Est-ce que les méditations sont guidées? Est-ce que vous parlez tout le long ou est-ce qu'il y a des silences? Je parle et puis il y a des moments de silence.
Quelqu'un dit que j'ai pas de chemise jaune aujourd'hui, mais j'ai jamais de chemise jaune. J'ai des fois une veste jaune, mais jamais de chemise jaune. Mais il fait trop chaud pour la veste jaune. Donc, il y a également est-ce qu'il y a de masterclass cet été sur la méditation? Oui, c'est ça dont je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a entre votre méditation et celle enseignée dans le cadre d'un programme MBSR? Quelle est la différence? Qu'apportez-vous de différent ou de complémentaire? Il faut faire l'expérience et vous verrez vous-même. Je pense que c'est difficile de vous dire. Moi, je dirais, il n'y a pas grand-chose. Il y a des points communs et il y a tellement de points de différence. On n'a pas du tout la même approche. C'est pas du tout la même approche. On n'a pas le même vocabulaire, pas la même approche. Et puis bon, je ne vais pas revenir dessus, mais je suis très critique sur l'approche d'MBSR. Je ne suis pas du tout convaincu. Je pense à beaucoup de bénéfices, mais pour moi, je trouve que c'est restreint. Je dirais, pour moi, la méditation MBSR, c'est bien, c'est le premier centimètre de la méditation. Donc je trouve ça très bien fait, mais je trouve que c'est vraiment dommage de s'arrêter là. Je trouve que Jon Kabat-Zinn a inventé quelque chose qui est bien, qui est vraiment on pourrait dire, c'est une mode mise en protocole d'une certaine vision de la méditation. Moi, j'aime pas trop les protocoles. Donc, par exemple, dans Réseau, peut-être pour montrer la différence, donc quand vous faites MBSR, vous faites 8 séances, tout le monde fait la même chose, tout est écrit, c'est exactement la même chose, c'est vraiment standardisé. Voilà. Moi, dans l'école, quand j'enseigne, quand je demande aux enseignants, je dis surtout ne répétez pas, inventez, selon votre expérience, devant la situation. Donc, dans l'école, bien sûr, quand on fait le stage 1 sur la présence, le stage 2 sur la confiance, on transmet toujours la même vision, la même transmission, mais c'est chaque fois complètement différent. Les gens se mettent à nu. Dans MBSR, ce n'est pas du tout l'objectif. L'enseignant ne se met pas à nu, il présente la technique. Dans la manière d'enseigner, moi, mon maître me disait, tu enseignes si les gens ont les larmes aux yeux quand tu parles. C'est le signe que tu enseignes. Donc, ouais, c'est deux horizons complètement différents. C'est le même mot, mais on ne fait pas du tout la même chose. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est juste le premier centimètre, parce qu'il n'y a pas cette notion de confiance, de bonté, il n'y a pas toute cette vision que j'essaye de montrer. Donc je trouve ça intéressant. C'est comme si vous demandez qu'est-ce que je pense de la sophrologie, de plein de choses. Voilà, je trouve ça intéressant. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ma voie. Voilà, après je peux dire, moi, j'aurais jamais pratiqué MBSR, ça ne m'aurait pas du tout parlé, ça ne me correspond pas du tout. Mais après, je peux très bien comprendre que pour des personnes, c'est formidable, ce soit un chemin. Mais vraiment, je pense que ça n'a vraiment, on ne vient pas du même endroit, on ne fait pas la même transmission, ça n'a pas la même finalité. En plus, MBSR, c'est 8 séances. Moi, les gens dans l'école, dans le réseau, ils sont là des fois depuis 10 ans, 15 ans, et c'est une aventure continuelle. C'est vraiment donc, c'est pas du tout la même approche. Je crois que c'est vraiment très, 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 très différent comme vision, comme approche. Quelqu'un me parlait aussi de Petit Bambou, et Petit Bambou, il y a tout. Il y a le pire comme le meilleur. On confond la méditation, la sophrologie, la relaxation, la cohérence cardiaque. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. C'est pas des jugements. C'est comme si vous me disiez « Ah, j'ai mangé une fraise, est-ce que c'est la même chose qu'une banane ?» Oui, c'est des fruits, mais ça n'a pas du tout le même goût, c'est pas du tout la même chose. Donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus, mais ça vraiment, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ah, il y a une autre question. Je pratique en sangha dans la tradition du village des pruniers. Est-ce que Thich Nhat Hanh est un de vos maîtres à méditer? Alors, c'est pas du tout un de mes maîtres, mais j'ai un respect infini pour Thich Nhat Hanh, dont j'ai été l'éditeur pendant de très nombreuses années. Et j'ai beaucoup participé à la connaissance de son œuvre, pour lequel j'ai le plus grand respect. Et je me sens beaucoup d'affinité avec son approche, que je trouve, et l'amour qui se dégage de lui, mais ce n'est pas tout à fait la tradition qui est la mienne, mais je n'ai que respect et amour pour lui. Ah, il y a une autre question aussi, que je comprends. S'il y a un seul mot à donner pour chacun, quel serait pour la sophrologie, la méditation et enfin l'hypnose? C'est une bonne question et je ne peux pas répondre. Parce que, en fait, en réalité, il y a plein de formes de méditation qui sont complètement opposées. Moi, il y a des formes de méditation, je suis tout à fait opposé. Et il y a beaucoup plus de points communs entre la méditation comme je le fais et l'hypnose comme le fait François Roustan, qu'entre ce que je fais
et MBSR, par exemple. Entre MBSR, ou ce que fait par exemple Christophe André, pour lequel j'ai beaucoup de respect, on vous dire c'est la méditation, donc c'est la même chose. Alors vous êtes en commun, puis l'hypnose c'est autre chose. Ça c'est les mots qui mettent qui cernent le réel. Mais moi je suis bon, tout le monde, ceux qui connaissent mon travail le savent. Moi je me sens très 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 proche de François Roustan. Je trouve que la compréhension de l'existence, la dimension spirituelle, me sent très proche. Après j'ai beaucoup d'amitié pour Christophe que j'aime beaucoup, mais son approche est très loin de la mienne. Donc on peut pas, je pense qu'il ne faut pas penser méditation et hypnose. Il faut comprendre le mouvement qui les emmène. Le point commun entre l'hypnose de François Roustan et d'Erickson et la méditation, même si après les approches peuvent être différentes, mais le point commun, c'est vraiment la conviction qu'il y a un geste dans lequel on se fout la paix, dans lequel on ne fait rien, qui transforme tout. Et c'est ça la radicalité fondamentale. Et c'est ça qui transforme. On se pose, et la libération vient qu'il y a un saut hors du contrôle, de la volonté, de la conscience. Donc, par exemple, moi je ne fais pas une méditation de pleine conscience, pas du tout. C'est pas du tout mon problème. Moi, je fais une méditation complètement, c'est pas du tout de la conscience, c'est vraiment on saute dans un état de présence, d'ouverture. Et il y a une très très belle question, si je peux dire quelques mots sur le lien avec l'amour. Et aussi un témoignage avant que je réponde sur la question de l'amour. Juste un court témoignage, car je suis le cours sur la transmission de la méditation et je suis membre de réseau, ça me fait beaucoup de bien. J'ai découvert il y a quelques mois la méditation et cela m'a transformé plus rapidement que je ne le pensais. Je m'écoute et j'accepte de pleurer parfois pendant les 10 minutes de méditation. Il faut accepter d'aller par là pour s'avancer dans la connaissance de soi. Et c'est très beau, parce que c'est ça, vous voyez. Comment la méditation nous transforme? C'est pas... Moi, je suis convaincu de ça. Voilà, je peux juste vous dire, je suis juste convaincu de ça. La méditation nous transforme parce qu'elle est une réconciliation avec ce qu'on vit. Et c'est ça. Et pour moi, c'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? Quand j'aime quelqu'un, c'est que je suis capable de lui dire « oui, il est bon que tu sois comme tu es ». Et l'expérience que je vous ai décrite, quand j'ai pratiqué pour la première fois, quand j'avais 21 ans, j'ai senti ça. J'ai senti que la méditation me disait « je t'aime ». C'était pas forcément quelqu'un, pas forcément... mais je sentais que l'espace, la vie me disait « je t'aime ». Et pour moi, ça a tout changé. Et absolument tout changé. Ma vie était vraiment... je ne peux pas dire un enfer, mais c'était vraiment très sombre. Et la méditation m'a guéri. Je peux vraiment dire, non pas que je suis ni sage ni quoi que ce soit, mais il y a une guérison fondamentale que la méditation m'a apportée. La méditation, ça m'a guéri. Ça m'a guéri du manque d'amour. Et moi, je pense que c'est que l'amour qui guérit. Et je dirais que c'est ça qui me distingue de Petit Bambou et de MBSR. Je vois pas l'amour. Pour moi, c'est pas plein d'amour. Mais c'est très paradoxal, parce que je me souviens, j'avais dit un jour à François qu'il était plein d'amour, et il disait non. Il avait tout à fait peur du côté un peu émotionnel. Il disait non. Mais je lui dis, mais si. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ça l'amour. C'est pas les violons et tout ça. Mais en votre présence, je sens que ça va. Je sens ce que je disais au début, qui est pour moi le sens profond de la méditation. Il y a par votre présence, mais par la méditation, je retrouve cette voix en moi qui dit « ça va ». Et ça change tout. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Je trouve que c'est le plus beau des trésors, pouvoir entrer dans l'amour où quelque chose nous dit « ça va ». Je trouve que c'est libérateur. Ben voilà, j'espère que ça vous donnera... D'abord, j'espère que ça vous a éclairé, ça vous a donné un peu un chemin sur la méditation. Ça vous a permis de mieux comprendre mon travail, de comprendre pourquoi je fais ma chaîne Dialogue, pourquoi j'invite tous ces thérapeutes qui viennent et ces philosophes, essayer de parler de ce chemin. Donc j'espère que vous voyez mieux l'unité. Je pense qu'il y a vraiment une unité de tous les gens que j'invite. Et puis j'espère que ça vous donnera envie de partir à l'aventure et que je puisse vous donner ce trésor qu'est la pratique de la méditation.